Eh bien, écoutez, chers amis préféristes, chers amis, internautes, ce soir, nous allons parler d'un sujet, bah, qui est, un peu différent, mais enfin qui est, pas si éloigné. On va parler d'une autre catégorie de tyrans, on n'est pas dans l'islam, on est dans une sorte de frères jumeaux, non, pas tout à fait, pas tout à fait, quoique il y a eu des ententes, mais ça s'est mal terminé entre nos amis, les islamistes et nos autres bons amis, les staliniens. Et ce soir, on va parler du retour des néo-staliniens. Voilà, on va parler plus que de communisme. C'est du communisme, j'allais dire, la quintessence du communisme, en fait, de l'huile essentielle du communisme. On va parler de stalinisme. Pourquoi? Alors, bah, il y a quelques jours, la brave Mathilde Panot a fait une comparaison entre l'assassinat, moi j'en parle en ces termes, hein, je prends un petit peu d'avance, de Quentin de Ranc, et l'assassinat également de Horst Wessel, qui était un officier nazi, un jeune officier nazi, qui a été assassiné, lui aussi. Mais évidemment, l'idée de Mathilde Panot, brave poissonnière, était de dire, en gros, bah, c'est la même chose. C'est la même chose parce que, il faut que la gauche stalinienne, on va l'appeler comme ça, martèle son narratif, son récit, qu'elle l'imprime dans les cerveaux, et ce qu'elle veut faire gober. Alors je ne sais pas trop si ça marche. Je vous demanderai votre avis d'ailleurs. Est-ce que ça marche quand la ficelle est aussi grosse, faire le parallèle entre Horst Wessel et Quentin de Ranc pour dire, bah voilà, oui, il s'est fait tuer, ok, d'accord, mais au fond, ce parallèle sert à entériner le fait que c'était un salaud, que c'était un nazi. Est-ce que, bon, alors j'imagine que vous avez entendu toutes les deux Mathilde Panot faire cette sortie à la fois immonde, mais immonde, mais enfin, les mots sont pas. Franchement, j'ai ressenti un sentiment de dégoût, mais tellement fort. Euh, donc je suppose que vous l'avez entendu dire ça, et est-ce que vous pensez que ça prend dans la population et qu'il y a des gens qui disent ah bon, ah d'accord, bon bah merci de l'information. On va commencer par ça. Chloé, par exemple. Si tu m'as appelé, je demande à Marquise de passer d'abord le temps que je règle un petit souci de son, mes excuses. Eh ben, justement non, moi je ne l'ai pas entendu Martine. Mathilde Panot pour une raison très simple, c'est que moi suite à l'assassinat de Quentin, j'ai pas, je savais que ça allait me faire péter des câbles d'écouter, les gens de gauche en parler et là moi j'ai été très choquée par une autre intervention, ça a été partagé sur le canal de Damien Rieu, je crois, c'était le père de, Jacques-Élie Favreau, je crois qu'il s'appelle Févreau ou Favreau, je crois. Et Favreau, en oui, gros, oui. c'était le journaliste qui interrogeait son père et qui lui disait voilà, donc votre fils il serait impliqué, tout ça. Et le père, il était d'une froideur. C'est-à-dire, le journaliste, il lui dit est-ce que vous avez un mot à dire à la famille de ce jeune qui a été tué? Et lui là, non, je n'ai rien à leur dire. Le gars, il était mais laconique. En fait, on avait l'impression qu'on était face à quelqu'un à qui on venait de dire que faut attendre 5 minutes de plus à la boulangerie parce que le pain il est pas cuit, quoi. Et le gars il était là non mais mon fils ça ira, je ne pense pas qu'il est impliqué. Bon bah oui, j'ai entendu que ce jeune homme était mort. Non, j'ai rien à dire à la famille. C'était mais Oui, d'un mais mépris, c'est c'est absolument toute incroyable. Et la. en fait, je me suis dit ça va être que ça va être soit du mépris, soit de la froideur, soit du mensonge et de l'insulte. Donc moi je suis restée un petit peu éloignée de toutes les réactions à chaud ou à froid parce que je savais que ça allait être insupportable. Oui, alors ça, c'est toute la distance émotionnelle que permet justement la préparation psychologique communiste qui déshumanise de façon extrêmement efficace. Et du coup, à la fin, quand le moment du premier meurtre arrive, enfin, c'est pas le premier, bien sûr, mais le meurtre qui donne l'impression d'être le premier meurtre, symboliquement, en tout cas, celui qui lance les hostilités. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, la mort Ouais, de mais il y a autre l'assassinat chose de là Quentin. parce que c'était moi j'ai écouté la vidéo de Radio Modin où il parlait du discours de Mélenchon et même Mélenchon, on sait qu'il ne le pense pas et qu'il ment évidemment, mais au début de son discours, même Mélenchon, il dit que un jeune qui meurt c'est triste et qu'il a une pensée pour la famille, tu vois. Même Mélenchon, il fait encore l'effort de mentir à ce propos et il y en a qui ne font même plus cet effort, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as même plus le vernis de politesse de faire semblant d'en avoir quelque chose à faire que des jeunes meurent. Non, eux ça y est, ils en sont à l'étape non, j'ai rien à dire. C'est l'étape suivante là, ils ont même plus besoin de se cacher.
Alors, toujours est-il que je vois que Chloé, tu as peut-être réglé ton problème de micro. Dis-moi tout. Yes. Oui, bah écoute, Et- pour ramener le sujet vers, enfin pour ramener vers le sujet, parce que là on fait une légère digression, mais en gros, première question, est-ce que toi tu avais entendu Mathilde Panot faire ce parallèle avec Horst Wessel? Et est-ce que tu penses que ça prend au moins un peu dans la population de ce qu'on appelle les normies, on va les appeler les indécis, ou les gens qui sont un peu apolitiques, en gros, qui n'ont pas une grosse culture politique et qui regardent les infos un peu pour en bruit de fond. Est-ce que tu penses que ça peut prendre et voilà, en gros, qu'est-ce que tu penses de cette trouvaille immonde de panneaux? Alors, je ne sais même pas si c'est d'elle, d'ailleurs, ça a peut-être été soufflé, mais bon, qu'importe. Oui, c'est pas nécessairement d'elle. Malheureusement, je l'ai entendu et c'est pas la première énormité qu'elle dit sur cette affaire. Vous vous souvenez peut-être que dès le lendemain, c'est aussi Mathilde Panot qui nous avait déclaré, bon, je vous la fais de tête, hein, mais il faut tenir Némésis hors de nos manifestations, sinon ça va mal finir. Donc elle avait presque devancé Mélenchon sur ce coup-là, qui fait la même chose, à savoir transformer leur immondice en victoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose d'affreux, mais ils vont déjà ne pas l'admettre. C'est la règle de la dominance, hein, ne pas s'excuser, ne pas se justifier. Et en plus de ça, ils vont essayer de le transformer en revendication. Pour que ça ne se reproduise plus, vous devez accéder à nos demandes, qui sont donc, selon les jours, de tenir Némésis hors de leur manif, carrément de les dissoudre, voire de dissoudre encore d'autres associations d'extrême droite. Ce à quoi d'ailleurs je crois que notre ministre est en train de s'employer, c'est un vrai plaisir. Donc, il n'y a rien d'étonnant. C'est pas la première fois qu'LFI se comporte comme ça. Et au sujet des normies dont tu parlais à l'instant, bah, moi, j'ai l'impression que ça marche un peu quand même, parce que beaucoup de normies se disent non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas nous mentir à ce point. Des gens qui n'écoutent pas forcément la politique en détail autant que nous, parmi vous deux et les auditeurs, on peut le faire, j'imagine. Des gens se disent que si Mathilde Panot a dit ça, c'est qu'il y a forcément un fond de vérité. Ça ne peut pas être une énormité. Or, bah, inutile de démontrer pourquoi ça en est une. Donc malheureusement, je crains que ça puisse marcher sur une certaine frange de son public. Mais j'espère ne pas être trop pessimiste sur ce coup-là. Non, en fait, je pense que tu es en train de me convaincre parce que tu vois, tu as dit des choses vraiment importantes. C'est une des premières règles de la puissance et ça, c'est horriblement efficace. Et je pense en plus que les Français, du fond de leur apolitisme, sont très sensibles aux apparences de culture et quand quelqu'un fait un parallèle historique, les gens valident instantanément en considérant ça comme une compétence historique, une compétence intellectuelle. Toute personne qui est globalement capable de faire des parallèles historiques, même s'ils sont absolument débiles ou révoltants d'immoralité, est validée intellectuellement par le grand public. C'est d'ailleurs un des grands ressorts de Pierre Hébrougiron, qui fait d'ailleurs de tous les imposteurs de la fausse droite, qui font des parallèles historiques en se disant, bon, ça va me donner du coffre. Tu fais ça avec une voix grave et t'es validé. T'es docteur en histoire et en communisme et en tout ce que tu veux. Donc, pardon, j'ai peur qu'effectivement, elle ait pu convaincre avec l'aplomb des staliniens, des gens qui n'ont aucun souci par rapport à la morale, qui ne se soucient que d'efficacité politique. Il est fort probable qu'effectivement, elle ait marqué des points et que même, je pense, elle ait renversé en partie la vapeur. Comme, euh, Donc, ouais, c'est assez terrifiant de Ah, voir. je sais pas. Je n'irai pas jusque-là quand même, parce que Chloé, elle a quand même soulevé quelque chose d'intéressant, qu'elle aurait convaincu son public. Et le public de la LFI, bah quand même là, récemment, il est quand même de plus en plus petit. Là, j'ai vu passer un sondage, je pourrais plus vous dire de quel institut, un sondage qui disait que 80% des Français étaient pour la démission de Raphaël Arnaud et que plus de 70% trouvaient que Mélenchon était le politicien le plus à craindre, le plus effrayant et en gros qui n'était pas fréquentable. Donc franchement, je pense pas que ça fonctionne si bien que ça sur tous les normises et surtout pour une raison très simple, c'est que c'est la même rengaine tout le temps et je pense que même les personnes qui font pas trop attention aux news, qui sont pas trop politisées, même eux, ils en ont marre qu'on ramène tout au nazisme, aux heures les plus sombres, le bruit des bottes absolument tout le temps, parce que ça, ils l'entendent tout le temps. Et c'est comme crier au loup, et ben à force, ça ne marche plus, ou du moins ça marche moins bien. Donc est-ce que ça prêche auprès des convertis? Oui. Après les autres,
je pense pas que ça soit si efficace que ça en 2026. Non, tu as raison. Il y a effectivement cette part de gens qui va être complètement apeurée par la violence de Mélenchon, mais il y a aussi la part, alors ça c'est la question du pourcentage, que je ne peux pas déterminer, évidemment, je ne sais pas si ça va produire l'effet attendu, mais la part de ceux qui sont sensibles à ces comparaisons historiques et qui peuvent se dire uniquement sur la question de Quentin, pas sur la dangerosité de Mélenchon, là-dessus tu as sans doute raison, mais sur l'aspect Quentin était-il un fasciste ou un nazi ou que sais-je, je pense que certaines personnes risquent d'être sensibles à ce type de comparaison. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Bah, tout simplement parce que nous, dans l'émission de ce soir, l'idée, c'est de rappeler que le grand criminel de notre histoire récente, ou disons plutôt le plus grand criminel de notre histoire récente, celui qui a été comparativement le moins analysé, alors que c'est celui qui a rempli le plus de cimetières et de façon et des façons les plus horribles, c'est de loin le communisme et particulièrement le stalinisme. Staline qui était une brute impitoyable et même, on pourrait dire, inhumaine dans la mesure où Staline n'avait pas d'amis personnels. C'est en ce sens-là qu'il est inhumain. On dit souvent que la monstruosité, la barbarie, c'est très humain, effectivement, c'est vrai. Mais quand on s'intéresse au cas de Staline, Staline était véritablement un monstre à bas QI. Or, je ne pense pas, par exemple, que Adolf Hitler, sans vouloir lui dresser de couronne, je ne pense pas que ce mec n'ait eu aucun ami. Alors, certes, il y avait des problèmes de drogue dans l'entourage d'Hitler, et c'était probablement quelqu'un qui se droguait lui aussi de façon assez poussée, mais je ne pense pas qu'on soit face au même type de monstre. Avec Staline, on a affaire à un bas QI réellement effrayant. Je ne pense pas qu'il aurait été possible de tenir une conversation vraiment intéressante avec Staline, hormis des conversations sur les stratégies pour tuer le plus de monde possible. Mais en gros, que ce soit dans son entourage ou dans la façon dont il a géré ses proches, c'était un type qui avait un cercle d'amitié qui se réduisait en fait à sa famille proche, et encore, et en dehors de ça, voilà, enfin, on avait affaire à une sorte de bête humaine, il y avait une bestialité chez ce type qui est quand même assez inouïe. Et donc, l'idée avec cette émission, c'est de rappeler à quel point ce régime a été criminel, à quel point la France n'a pas traité le problème et n'a pas de culture anticommuniste, alors qu'elle a une culture anti-nazie qui est quasiment délirante par rapport à la réalité du nazisme, et qui n'est plus une réalité, alors que le communisme est une réalité. Il y a un parti communiste en France. Or, si vous dites aux gens, salut, je vais fonder un parti nazi, tout le monde tombe de sa chaise. Les gens commencent à perdre leurs dents, on voit se monter des associations dans l'instant, dans la seconde, le préfet est sur place en 2 minutes, alors que le communisme a pignon sur rue. Et quand on rappelle aux Français qu'il a fait 100 millions de morts, eh bien, ça n'allume rien dans leur tête. Parce que sur Arte, depuis 40 ans, ça n'existe pas depuis 40 ans, depuis, je ne sais pas, 20 ans plus, euh, l'antinazisme, c'est matin, midi et soir. Donc voilà, je pense que c'est important de consacrer une émission pour rappeler ce qu'est réellement le stalinisme, voir qu'en réalité, c'est un processus qui est à l'œuvre dans l'histoire. Et moi, je pense que nous n'en avons pas fini avec le stalinisme, parce que vous me donnerez peut-être votre définition, enfin, comment vous le percevez de votre côté, mais moi, je pense que le stalinisme, c'est simplement la gauche la plus ordinaire, plus la brutalité. Or, la brutalité, disons plutôt comme ça, la gauche a forcément rendez-vous avec la violence politique et avec la brutalité parce que ses résultats économiques sont tout simplement systématiquement catastrophiques. La gauche amène la pauvreté comme l'ombre vous suit. Et donc, une fois qu'on arrive aux portes de la grande pauvreté et de la catastrophe économique, il ne reste plus que la brutalité pour tenir les peuples. Et on voit bien que l'Angleterre bascule dans une forme de brutalité par la censure. L'Allemagne est en train de suivre. La France, on va en parler. Mais je pense qu'on arrive à une période charnière extrêmement inquiétante dont les ressorts, les mécanismes de fond sont peu ou prou ceux du stalinisme.
qui veut rebondir sur cette idée? Peut-être pour dire qu'en France, on a une situation un petit peu particulière par rapport au communisme. Tu déplores qu'il, ne soit pas assez stigmatisé chez nous, ce qui est vrai, mais c'est une situation relativement unique en Europe. Dans beaucoup de pays d'Europe et notamment la Pologne, les partis communistes ont tous été, démantelés puis interdits. En Pologne, par exemple, tous les symboles du communisme, le marteau et la faucille, sont interdits aussi violemment que la croix gammée, ce qui est une bonne chose à mon avis. Et là, évidemment, tous les pays qui ont été occupés et qui ont une idée assez précise de ce qu'était le communisme ont réagi un petit peu pareil à sa chute. Mais la France, déjà, n'a jamais connu le communisme sur sa terre, ce qui est heureux, et surtout n'a jamais fait le procès intellectuel du communisme, parce que les élites intellectuelles françaises, dont tu parlais tout à l'heure, avec Mathilde Panot, le fait qu'une comparaison historique donne une légitimité culturelle, eh bien, toutes nos élites culturelles, nos écrivains notamment, qui avaient une légitimité en France, faisaient régulièrement des voyages dans le bloc de l'Est et se retrouvaient dans des séjours somptuaires, tout frais payés à Odessa, par exemple, et revenaient ensuite en France dire tout le bien de ce merveilleux régime. On les a laissés faire et on n'est jamais officiellement revenu là-dessus. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de déclaration présidentielle. Je pense à tous nos présidents qui font des excuses pour tout un tas de choses passées. Et enfin, nous, on n'a pas d'excuses à faire, naturellement, concernant le communisme en France, mais il n'y a pas eu d'acte symbolique pour condamner ce courant idéologique. Et ça reste quand même assez particulier dans l'Ouest. Même les Américains ont leur vision à eux du communisme qui est radicalement différente de la nôtre, hein. On va pas reparler du macartisme, mais même eux en ont une détestation. Et la situation de la France là-dessus est assez unique, mais j'ai pas l'impression qu'il soit au programme d'y revenir à quelques moments que ce soit prochainement. Non, alors oui, effectivement, pas au sens strict. On va pas voir réapparaître un stalinisme à l'ancienne avec des vêtements, des vêtements typiques de l'époque et des chaussures avec des fermetures éclairs. Mais il y a quand même, en France, il y a quand même une base, moi, je trouve qu'il y a aussi la sacralisation de la violence du peuple, qui nous vient peut-être de la commune, côté justice révolutionnaire et même exécution sommaire. Euh, il y a un côté, ils l'ont bien cherché, c'était la colère légitime, et ça fournit quand même une base, je trouve, à la, à la, oui, à la brutalité dont le communisme, puis le stalinisme, se servent. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça, Marquise, mais on va évoquer Ah des... bah, là déjà, on avait des sondages récents qui montraient que dans les courants politiques, il est beaucoup plus courant à gauche de légitimer la violence comme action politique qu'à droite. Et là, c'était vraiment, c'était justement suite à l'assassinat de Quentin, mais c'était vraiment une énorme différence. C'est-à-dire que à droite et à l'extrême droite, il y avait que quelques pourcents qui disaient oui quand on leur demandait est-ce que vous pensez que parfois il est justifié d'être violent en politique pour mettre ses idées en avant, alors qu'à gauche on était à 20%. Donc c'est vraiment une énorme différence. Aussi, moi je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que peut-être que parce que la France n'a pas vécu le communisme, les gens, alors qu'on a eu l'occupation allemande et que on était beaucoup plus concernés par le nazisme, parce que je veux dire, on a eu la rafle du Veldiv, on était vraiment concernés sur notre sol, alors que le communisme, la France n'a pas eu de régime communiste. Donc peut-être que les gens ils se disent non, mais voilà, ou alors je pense aussi que pour certains ils se disent oh c'est juste une phase. Il y en a, ils voient ça, ils disent non, mais les jeunes qui se revendiquent du communisme, bon, c'est un peu comme les jeunes qui sont émo ou qui sont gothiques. Ils voient ça vraiment un aspect esthétique. Ils réduisent ça vraiment à avoir un petit symbole sur sa veste ou un petit chapeau. Alors que moi, je vais pas vous parler de Staline, mais moi, je vais vous parler des Khmers rouges et du Cambodge. Le, le communisme français, dans le monde étudiant, est indirectement responsable du régime de Pol Pot, parce que Pol Totalement, Pot, comment totalement. il est devenu communiste? Eh ben, Pol Pot, c'est un petit bourgeois de campagne qui a fait des études médiocres dans son pays, mais qui a quand même pu obtenir une bourse pour venir étudier à Paris. Et quand il est étudiant à Paris, au début, il était pour la démocratie. Il s'est même quand la royauté a resserré la vis au Cambodge, il s'était même présenté comme étant un gros défenseur de la démocratie en appelant ça le diamant, en disant que tous les peuples devaient avoir accès à la démocratie. Et après, il s'est rapproché des communistes. Le gars, il rentre de France, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un des régimes les plus meurtriers et il tue quasiment un quart de la population de son pays en 20 ans. Et ça, c'est uniquement parce qu'il est devenu communiste en France.
Faudrait pas l'oublier. Non, mais en fait, il s'est radicalisé avec les intellectuels parisiens, évidemment. C'est là qu'il s'est. Et d'ailleurs, bon, il y en a d'autres aussi qui sont venus en Occident pour peut-être se payer des moments de vie à l'occidental. Bah, c'est d'ailleurs le cas du leader de la Corée du Nord, en plus, qui a eu une vie en Suisse quand il était jeune, par ailleurs. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais effectivement, la France, je crois que c'est Ralph qui en avait parlé une fois, qui disait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées de merde sont nées en France. Lui, il disait en gros, les Français ont un talent pour faire jaillir comme ça des idées sans trop y croire, et il y a des fous qui prennent au sérieux et qui appliquent ça dans leur pays. Bah, exactement, c'est exactement ce qui s'est passé avec Pol Pot, qui a effectivement suivi ce parcours sup du crime communiste avec je sais pas d'ailleurs s'il n'était pas, corrigez-moi, mais j'ai en mémoire qu'il a rencontré Sartre. Est-ce que je fais erreur? Vous allez peut-être me corriger dans le chat. Euh, je vérifierai en même temps, je donnerai la parole. Alors ça, j'ai pas fait attention. Alors attends, Wikipédia nous dit: il rejoint les cercles du Parti communiste français où il fait la connaissance de Jacques Duclos qui devient son mentor et de Jacques Vergès qui devient son ami. Durant l'été 52, il participe à un camp d'été organisé par le mouvement Jeunes communistes de France. D'accord, donc c'est Vergès, pardon, j'ai fait confusion. Vergès, alors oui, alors, on va pas trop s'attarder sur lui, mais je pense que si ce type était aussi intouchable, c'est qu'il devait en connaître des secrets, Vergès. Beau salopard aussi, ce type. Toujours là pour défendre toutes les puissances anti-occidentales. Bel avocat du crime international. Mais bon, je vais regarder si j'ai fait erreur, mais j'ai quelque part en mémoire que Pol Pot a rencontré Sartre. Je fais peut-être erreur. Bref, en tout cas, effectivement, il y a quand même en France un parallèle que l'on peut faire avec pas mal de séquences du crime stalinien. On le voit d'ailleurs, pour moi, il y a un parallèle qui existe aussi, c'est entre comment dire, la terreur qui devient une politique d'État et comment dire, l'habitude qu'on a en France de disqualifier, de déshumaniser intellectuellement et donc de préparer l'ultra-violence du communisme en désignant des gens comme étant inhumains par exemple, le capitalisme, tous les gens qu'on peut rattacher de près ou de loin au capitalisme, qui est un concept accusateur, qui ne sert qu'à ça, en fait, qui ne sert qu'à dire, voilà, si vous êtes de près ou de loin pour le capitalisme, vous participez au crime mondialisé qu'est la pauvreté, la famine, et donc, par ce lien que vous avez avec le capitalisme, quelle que soit la façon dont vous le cautionnez, vous êtes vous aussi un criminel à votre échelle. Et cette pratique-là de dénonciation du communisme met dans les esprits, dans les cerveaux, la graine de la déshumanisation, C'est, je pense, un levier assez puissant pour déshumaniser les gens, et c'est ce que le bolchevisme mettait en place, en fait. Il créait des catégories d'ennemis du peuple, une catégorie éminemment floue, et qui faisait petit à petit de la peur un outil politique majeur. Donc il y avait comme ça tout un système de justification de l'intimidation. Et d'ailleurs, c'est Staline qui a instauré cette mode de l'accusation de fascisme et qui disait traitez-les de fascistes, comme ça ils perdront du temps à se justifier. Donc en fait, la terreur intellectuelle était déjà non pas un programme politique, mais une stratégie politique. On parlera aussi de Beria pour ceux qui connaissent un petit peu plus tard dans l'émission. Chloé, peut-être. Oui, pas grand-chose à ajouter. C'est Staline qui parlait des ennemis du peuple et qui leur a construit les goulags pour les mettre à profit. Mais la déshumanisation, là, peut-être que je suis excessivement dans la nuance. Elle n'est pas pratiquée que par ce camp-là. Elle l'est peut-être un peu plus que d'autres, mais le mécanisme de déshumaniser son adversaire, c'est un classique en politique. Il est plus fréquent du côté du communisme parce que c'est une idéologie qui prétend détenir le bien, la vérité absolue. Si on veut faire une définition un petit peu vulgaire du communisme et du stalinisme même, c'est grosso modo faire le bien des gens malgré eux, via l'instauration d'un État centralisé et totalitaire, qui va donc distribuer ce bien, ou ces biens plutôt, vos biens d'ailleurs, et les miens, en sachant mieux que vous-même ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Quand vous
prétendait détenir une telle vérité et surpasser la volonté des individus de gérer eux-mêmes leur propre vie, le fait de déshumaniser ceux qui ne sont pas d'accord n'est qu'une conséquence inévitable au final. Aurait-il pu faire autrement? Oui, c'est vrai, mais la déshumanisation, elle est totale dans le cas du communisme. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent, je trouve, dans les autres formations politiques, parce que en fait, le communisme, en fait, c'est le rejeton de la pensée de Hegel. En fait, Hegel prétendait pouvoir expliquer la totalité de l'histoire et il croyait voir dans l'histoire des hommes le déploiement d'une sorte de dynamique qu'il appelait la raison universelle. Et il avait comme ça cette prétention un système philosophique pouvant tout expliquer. Non pas expliquer au niveau physique, mais au niveau voilà, de la raison dans l'histoire. En gros, l'histoire des hommes déploie le sens de l'histoire. Et Marx arrive derrière en disant, alors oui, tout ça est vrai, sauf que ce ne sont pas les idées qui font avancer le monde comme le prétend Hegel, en fait, ce sont les capitaux. Et il emboîte le pas à Hegel en disant bah, on peut effectivement expliquer tout. Et il a apporté un système totalisant, donc extrêmement, extrêmement séduisant pour le cerveau, notamment occidental, en disant bah voilà, moi c'est bon, je parachève l'œuvre de Hegel qui prétendait tout expliquer, sauf que moi je la rends concrète et en plus je la mets au service des forces opprimées. Bon, bah, quand tu es un travailleur et que tu entends ça, et qu'en plus on est dans une période où le monde industriel ne fait pas de cadeaux aux travailleurs, bah, il y a une puissance de séduction qui est sans pareil. Il y a tout qui se mélange. Il y a la tentation romantique de la violence qu'on voit réapparaître hein, dans la violence de l'affaire euh, un tas de formations, l'IRA, le TA, le FLNC, tout ça, c'était la tentation romantique de la violence qui était présente dans ces formations et qui se sentent pousser des ailes parce qu'il y a une énorme justification théorique, il y a une puissance rhétorique qui est terrible. Dans les universités dans les années 60, personne intellectuellement ne tenait tête aux communistes qui déployaient leur rouleau compresseur, leur narratif, et en fait, on sort à peine de cette période. On en sort à peine sur les plateaux télé il y a encore, allez, 20 ans. Oui, les discours politiques les plus réputés, les plus savants, les plus intelligents étaient toujours délivrés par des néo-communistes et des gens qui ont souvent qui sont à peine repentis de leur maoïsme, de leur trotskisme, enfin de leurs jeunes années où ils avaient un communisme vraiment virulent et ils sont simplement restés sereinement communistes en fait. C'est devenu des staliniens à bedaine, quoi, des staliniens, des communistes un peu rentiers, quoi. Mais Et ça, malheureusement, c'est quand même en partie la faute de la droite qui, après la Seconde Guerre mondiale, a laissé l'éducation et la culture à la gauche. oui, alors ça, c'est vraiment l'explication historique, effectivement, qui a permis de faire basculer le pouvoir et de colorer totalement. De colorer totalement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu dans vos familles. Vous avez eu le bonheur d'avoir peut-être pas des familles communistes, mais des membres ou des tontons communistes. Vous avez eu ça? Ah bah moi, j'ai une anecdote là-dessus. Mon grand-père a refusé des financements du Parti communisme parce que dans ma famille, on avait un grand-oncle qui était maire ou député communiste, je crois. Et dans la région, il y a un gymnase qui porte son nom. Je pourrais retrouver. Et en gros, bah moi, mon oncle, il avait un garage automobile. Ça marchait plutôt pas mal. Et donc, mon grand-père, il avait ce garage-là, et le lointain oncle communiste, il allait le voir, et c'était pas aussi évident que juste lui ramener une valise de billets. En fait, le deal, c'était, tu prends ta carte au parti, et on paye tes commandes. Donc c'était plus discret, c'est-à-dire tu veux un garage plus gros, on le paye. Tu veux 50 employés, on les paye. Tu veux le plus gros garage du département, on les paye. Et mon grand-père, il a refusé, il a dit les partis, ça ne m'intéresse pas. Oui, Courageux, on a effectivement des gens qui savent résister à cet appel, mais ils sont minoritaires. Je fais un tour dans les commentaires pour lire. J'ai John Livard qui nous dit 1789 est l'inspiration du communisme et des goulags lors des massacres en Vendée. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça a été une inspiration. D'ailleurs, les premiers camps de concentration
ont été faits par Trotsky, hein, on oublie de le dire. Alors il te tague, Chloé, John te tague en disant le communisme est né en France, qui chantait la Marseillaise à Moscou lors de la Révolution. Point d'interrogation. Peut-être sauras-tu. Il n'a pas tort, j'ai vu son commentaire. Il y a Robin Thierry qui nous dit niveau universitaire, communiste, on a aussi Boudarel, ah oui, Georges Boudarel, et les camps du Viet Minh. Alors, Boudarel était une sacrée ordure également, en plus, qui lui avait une haine anti-blanc assez terrible. Hervé nous dit Soral et Benedetti sont en deuil en parlant de la mort de Ramenei, je ne sais plus comment on dit. Et puis d'autres commentaires sont à venir. Mais oui, effectivement, comment dire, moi, il y a quelque chose qui me semble être un point commun, c'est que pour Staline, l'humain était une matière et que la faim absout tous les crimes finalement. Ça, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui est toujours présent dans l'esprit de notre Staline national, Mélenchon. Ce qu'il est en train de faire là participe de cette mentalité. Pour lui, la faim, l'idéal qu'il poursuit, justifie toutes les crasses possibles. Toutes les crasses possibles. Alors, si j'ai bien compris, Chloé, toi, ce que tu voulais apporter, c'est un peu une nuance par rapport à ce parallèle que je voudrais faire. Ou est-ce que toi, tu estimes que la période est vraiment très différente du stalinisme ou qu'on est dans une autre période ou est-ce que j'ai mal compris ton approche? Non, c'était une nuance très ponctuelle. Je regrette, tout comme toi, qu'on n'ait pas fait ce procès des idéologies de gauche en France et qu'on leur laisse beaucoup trop de place. Et elles sont absolument insupportables. Donc non, t'inquiète pas, ce n'était qu'une nuance ponctuelle. On a toujours beaucoup trop de gauchisme en France. Marquise l'a fort bien dit, notamment dans l'éducation et le ravage des études supérieures qu'on voit très nettement. Après, les étudiants sont peut-être plus faciles à convaincre que d'autres quand il s'agit de leur présenter ce genre d'idées, puisque ce sont très très souvent des gens qui n'ont pas encore contribué à la société. Ils viennent d'avoir leur bac, ils commencent des études supérieures, à part des jobs étudiants pour ceux qui en ont, ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas encore cotisé, ils n'ont pas encore contribué. Donc ce sont des gens qui sont débiteurs purs de la société à ce moment-là de leur vie. Et je l'ai été aussi naturellement, c'est pas forcément une critique, mais ça rend ce public-là beaucoup plus perméable à ces idéologies qui promettent une gestion par un État nounou et surtout une redistribution des richesses qui permettra peut-être d'avoir un peu plus que ce que l'on mérite. Donc ça, Marquise a raison, on a eu totalement tort de laisser ça se développer. Il commence à y avoir des protestations récemment, notamment sur... excusez-moi, je me suis perdue un instant. Des gens commencent à se plaindre que les bacs plus 5 ne sont plus aussi valorisants qu'ils ne l'aient été par le passé et que même après de très longues et très belles études, ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Et je pense qu'il y a peut-être un début de retour à la réalité qui nous sera favorable, mais ce sera encore long. Est-ce que ça répond à ta question? Totalement, Chloé, totalement. Je suis alors toujours dans la section commentaires, je suis en train de voir. On va pas faire de digression trop longue, mais toujours John Libard nous dit qu'il y a en ce moment même, si je comprends, un attentat au Texas. Et apparemment, on a encore affaire à un Norvégien entre guillemets, nous dit-il. Donc je vous lirai ça après, mais on est encore face à une actualité assez chaude où là, alors. Bon, je ne peux pas faire de parallèle là tout de suite parce que je ne sais pas du tout quelles sont les motivations du tueur et si cet attentat est en train de se dérouler en ce moment même. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas puisque je vois breaking en introduction de l'article. Mais moi, ce que je vois, c'est que oui, effectivement, cette rage idéologique qui anime les gens qui passent à l'acte. Et là, je reviens sur le volet brutalité politique, meurtre politique, tentative d'assassinat politique. C'est pour ça que je tentais de faire le parallèle et que je disais le stalinisme en tant que mécanique politique n'est pas du tout mort. On est apparemment en train de revivre la mise en place de mécanismes qui sont on n'est même plus dans les préambules. Là, j'ai l'impression qu'on entre dans le dur. Enfin, faut pas oublier, Trump a échappé à un assassinat. Il y a évidemment encore d'autres. Évidemment, il y a Quentin Durand qui vient d'être assassiné. Moi, je parle même plus de meurtre. Là, je pense qu'on est aux portes de l'assassinat.
Et bon, ce mécanisme est terrifiant. Je crois qu'on est vraiment en train de payer notre absence de critique vis-à-vis de cette idéologie et ce mécanisme et non pas une sorte de, comment dire, évidemment, ça se superpose pas totalement. Notre situation n'est pas la même que celle de la Russie d'époque, mais voilà, j'estime que la mécanique est en place et que tous les glissements sont en train de se faire. On a pratiquement achevé, et je rends la parole tout de suite, on a pratiquement achevé la phase de déshumanisation et que maintenant on va rentrer dans la phase suivante. Sébastien Cochet nous dit, on évoquera également les sabotages des armements français en Indochine, et là je pense qu'à nouveau ça nous renvoie vers Boudarel. Alors, je vais peut-être redonner la parole à Camille, si tu voulais préciser quelque chose ou passer à un autre exemple historique éventuellement. Non, bah juste on peut rebondir là sur cette histoire de sabotage. D'ailleurs il n'y a pas qu'en Indochine, hein, je crois qu'il y en a aussi eu un petit peu en Algérie également. Et d'ailleurs c'est pas une exception française, hein, ça c'est il y a eu ils ont eu le cas également en Allemagne avec il me semble que alors en Allemagne c'était la marine, je crois, qui était bien tenue par la gauche et qui foutait le boxon juste en plus juste après la Première Guerre mondiale, donc ils avaient un peu autre chose à faire, si je ne me trompe pas. Et surtout on a un autre aspect intéressant aussi, c'est que les communistes, vu qu'ils étaient également beaucoup aussi anticolonialistes, ils agitaient la haine anti-blanche. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on retrouve dès les années 50-60 et qui suit jusqu'à aujourd'hui. Bah, oui, alors là-dessus, sur la haine anti-blanche, je pense on est rentré aussi dans la phase où ça va être carabiné là. Là, à mon avis, c'était déjà le cas avec l'ANC qui a formé, comment s'appelait-il, Nelson Mandela, dans cette école-là, quoi. Et la haine anti-blanc, ça fait déjà quelques grosses décennies qu'elle prend ses aises. Donc, je pense même qu'on va avoir un mix de méthodes staliniennes avec, couplé à de la haine anti-blanc. C'est-à-dire que la revanche des oppressés va se faire cette fois avec comme armée le Sud global. Jusque-là, c'était les pauvres du Nord qui en voulaient aux riches, c'est-à-dire à ceux qui étaient plus laborieux, parfois qui avaient eu plus de chance, mais parfois aussi qui étaient plus industrieux ou plus ingénieux. Maintenant, je pense qu'on va avoir la mécanique de haine du stalinisme couplée à la puissance rhétorique du communisme, parce qu'on est toujours dedans, hein, c'est-à-dire rien n'a changé de ce point de vue-là. Le discours philosophique est bel et bien celui du communisme, mais ça se couple avec la haine anti-blanc. Donc là, maintenant, ça prend vraiment une dimension mondiale, quoi. On n'est plus à la même échelle, j'ai l'impression. Je ne sais pas si toi, Camille, tu estimes que la haine anti-blanc se mêle au processus, mais moi, j'ai l'impression vraiment que ça le mondialise. Oui, et surtout, enfin, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus maintenant avec Internet, parce que ça fait que la communication est internationale, on voit les news à l'étranger. Je pense qu'ils avaient déjà un sentiment anti-blanc avant, c'est juste que c'était plus discret parce que c'était pas possible de vraiment le voir. Oui, alors maintenant, il est plus difficile de ne pas le voir, là. C'est effectivement plus C'est ça. compliqué. Ouais, on retrouve aussi là, toute la mécanique des procès de Moscou, mais simplement ça s'est diffusé. Les procès de Moscou ne sont plus spectaculaires, ils sont miniaturisés, c'est-à-dire qu'on les a dans les facs. Il y avait d'ailleurs cette fac là aux États-Unis, c'était Evergreen, où les procès de Moscou s'étaient miniaturisés. On avait des étudiants qui sommaient les professeurs de faire leur autocritique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire sur la Il fac. me semble qu'à Evergreen, ils avaient même accusé un professeur juif d'être nazi, il me semble. Pourquoi pas, hein, ça va avec l'époque.
Mais Voilà. oui, on avait vu, j'avais vu Evergreen, c'était terrifiant. On voyait même des étudiants qui venaient au micro énoncer leurs privilèges. Et je me souviens d'un extrait d'une jeune fille en larmes qui disait: Je suis blanche, je suis privilégiée, je suis hétérosexuelle, je suis ceci, comme si elle énonçait des crimes. Et effectivement, ça nous rappelle les procès staliniens où le coupable était désigné en avance et ensuite faisait sa plaidoirie toute prévue. On était un peu dans un revival de ça, version contemporaine. Mais est-ce que, enfin, je réponds à ma question en même temps que je la pose, est-ce qu'on n'a pas passé cette ère d'hystérie? On commence à avoir des doutes. Avec la réélection de Trump et quelques autres bonnes nouvelles, on commençait à se dire que toute cette hystérie progressiste touchait peut-être à sa fin. Et en fait, le débat, en tout cas en France, avec l'assassinat de Quentin, je suis d'accord avec toi, Tim, c'est un assassinat, est redevenu hystérique comme il l'avait rarement été. Où on se retrouve à avoir Mélenchon, lui aussi un bon stalinien. Staline était connu pour sa paranoïa qui a justifié ses purges. Mélenchon en est à nous dire que cet assassinat est un complot de Némésis. Il a employé le mot complot. Donc est-ce que c'est le signe d'un regain d'agressivité ou est-ce que c'est parce qu'ils se sentent ne pas gagner? En fait, je ne sais pas l'interpréter comme un bon ou un mauvais signe. Est-ce que vous avez des idées Moi, je ne ou sais un pas non ressenti? plus. Je ne sais pas non plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que on a toujours raison de s'inquiéter au sens, comment dire, de s'armer plutôt, contre une possibilité terrible. Les mauvaises nouvelles finissent toujours par gagner si on ne s'en occupe pas. Alors bien sûr, il faut se nourrir de bonnes nouvelles, hein, ça c'est évident. Il ne faut surtout pas se laisser aller à la déprime. Mais je dis pas ça pour nourrir la chiantose ou la tendance à la dépression des gens de droite en France, mais simplement pour qu'on ne sous-estime pas la férocité et la viralité de l'idée communiste qui, pour moi, est toujours, c'est la véritable bête immonde, en fait, qui ne dort jamais. Elle est jamais morte, en fait. Et je pense que, étant donné que nous n'avons pas fait le travail, nous pourrions nous payer de mots ou de petites victoires, alors que la grande victoire finale, je ne sais pas si elle existe hein, d'ailleurs, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas encore. L'élection de Trump pourrait être renversée d'un coup de baguette magique électorale et se transformer en quelque chose de terrifiant. D'ailleurs, ça inquiète beaucoup la droite américaine, qui se dit, mais l'après-Trump, ça va être quoi? Je concède que Trump fait un travail extraordinaire. Peut-être est-il en train de nettoyer le marécage, plus qu'on ne le pense. Effectivement, peut-être que son travail est encore, voilà, son travail de fond il va peut-être nous surprendre. Mais on a toujours tort de sous-estimer les ressorts du communisme parce que ça a parti pris avec, comment dire, une partie de l'âme humaine. Il y aura toujours des gens pour se laisser séduire par la promesse communiste, parce qu'il y aura toujours, c'est le grand mot de Nietzsche en fait. Il disait, il faudra toujours protéger les forts contre les faibles. Alors cette phrase, je la trouve très très belle, mais c'est le mot toujours, moi, qui me marque le plus. Il faudra toujours protéger les forts contre les faibles. Ça veut dire contre le peuple du ressentiment. Parce que, bah, tu vois, on voit bien, je sais pas, moi, les gardes rouges de l'époque stalinienne, c'est notre jeunesse qui est transformée en police morale. C'est l'obsession de la pureté, c'est l'idée que l'humiliation est éducative, comme on l'a vu avec Evergreen, tu vois, la séquence que tu rappelais, avec les blancs qui, oui, le professeur juif qui est traité de nazi, quoi. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, on a cette idée que l'humiliation est éducative. Moi, quand j'avais vu ce documentaire, j'avais l'impression de revoir les scènes là où on voit les documentaires en Chine où le maoïsme avait mis dans la rue des professeurs je sais plus quoi, qui étaient obligés en pleurant, d'avouer des crimes imaginaires. Enfin, voilà. Et, et ça, j'ai l'impression que ça peut se réincarner à toutes les époques si le travail d'éducation anticommuniste n'est pas fait correctement. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est dans ça, et je ne dis pas du tout que c'est notre destin, hein, vraiment pas. Je dis simplement que c'est un risque, que c'est suspendu au-dessus de nous parce que nous n'avons pas fait notre travail d'éducation, voilà, pour faire reculer l'apolitisme des gens. Et pour moi, la méconnaissance du communisme est une des grandes, euh, je dirais, comment dire, une des grandes forces obscures qui permet à cette idéologie de mort de se réincarner.
sais pas si je me fais comprendre, j'ai l'impression de m'enliser un peu dans ma propre. Si, mais t'as tout à fait raison. Bah, moi, je me rappelle d'ailleurs quand j'étais au lycée, dans ma classe, avant qu'on parle de la guerre froide, il y avait un camarade de classe qui se revendiquait communiste. Et ensuite, en histoire géo, on a fait la guerre froide, on a abordé 60 millions de morts, les famines, les goulags, les déportations, tout ça. Bizarrement, après, il se revendiquait plus communiste. Mais c'est parce que il avait juste des idées très vagues de ce que c'était, et une fois qu'on l'a vu en cours, boum, il est passé à autre chose. Donc oui, effectivement, oui, il y a la côté méconnaissance. Je veux rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit, là, cette histoire de pureté. Bah ça, on est vraiment dans une période où c'est vraiment super important. Les purges internes dans les mouvements de gauche pour des histoires de pureté militante, ça arrive absolument tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau truc à gauche, si toi tu n'adhères pas au nouveau truc, ah ça y est, tu es lâché comme une chaussette sale, tu es un traître, tu n'es pas assez ou trop. Ça, ils le font, mais absolument tout le temps. Oui, c'est très juste, c'est très juste. Il y a ce côté, en fait, chez, comment dire, oui, ce dépassement par la pureté, en fait, tu ne peux pas être moins radical que la personne qui vient de parler. Sinon, tu deviens presque suspect. Et puis, il y a aussi un truc qui est terrible, c'est que avec le meurtre, l'assassinat de Quentin, on a l'impression que pour eux, la violence, c'est un peu comme une sorte d'hygiène de l'histoire. C'est un peu comme si tuer, c'était faire avancer le mouvement. C'est-à-dire, en fait, chez Marx, la violence accouche de l'histoire. Et en fait, un bon communiste ne laisse jamais une occasion d'asseoir sa puissance et son autorité sur le crime, en fait. Sur le crime. Parce que le crime a une puissance de sidération et de fascination. Quand les gens voient qu'un parti est capable de tuer, on peut souhaiter que les gens vont être dégoûtés, vont dire non, mais ça, c'est totalement inacceptable. Mais moi, ce que je redoute, c'est qu'au moment du vote, il y ait, je sais pas, une opération bizarre dans les têtes et que ce crime puisse aussi avoir des effets, euh, ouais, des effets obscurs de persuasion. Que quelque part, bah, voilà, en fait, quand on est capable d'aller jusqu'à ce niveau de violence, bah, il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, c'est peut-être qu'ils ont raison, quoi. C'est peut-être que la fin qu'ils poursuivent est louable. Alors, peut-être que je me fais des films. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je redoute que chez certains, ça ait cet effet. Ce qui serait effectivement ce qui serait hallucinant. Mais vu les dernières déclarations, maintenant, je m'attends, je, je suis curieux de la réaction des Je vois ce cerveaux de que la tu veux dire. En fait, quelqu'un qui verrait ça en se disant, waouh, s'il est prêt à aller aussi loin pour une idéologie, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que les totalitarismes adorent ça, hein. Ils remplacent l'analyse par une sorte d'étiquette morale. Et ça te dispense de prouver, en fait. Donc, voilà, enfin bon, pour rebondir sur, enfin, pour revenir à la comparaison avec Horst Wessel, c'est révélateur, puisque on prend un mort d'aujourd'hui et on le colle à une figure historique qui est chargée, on obtient une manipulation émotionnelle immédiate ce qui évite de parler du réel, mais enfin, ça produit un effet, et c'est de ça dont je me méfie. Après, je suis prêt à parier avec vous que ça va révolter les gens. Je- je- J'espère que je vous ai pas non plus convaincu que c'était une prophétie, parce que c'est pas du tout une prophétie, c'est vraiment quelque chose contre lequel je voudrais nous immuniser, nous prévenir. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si vous avez aimé le petit visuel avec les deux jeunes femmes qui se moquent de l'antifasciste, mais j'ai essayé de faire une réponse par le rire, parce que je pense qu'aujourd'hui, on tue par le rire, et que l'idée, c'est de rendre ridicule l'antifasciste et son sérieux mortel, qui est un sérieux pas mortel au sens uniquement symbolique, hein, qui est aussi mortel tout court. Donc l'idée, c'était aussi, avec ces deux jeunes femmes là qui éclatent de rire en écoutant le discours de l'antifasciste, c'était de dire, ben voilà, en fait, il existe aussi un pan de la société qui n'en a plus rien à foutre et qui ne veut surtout pas entendre parler de ce vieux discours. Et c'est ce qu'on appelle les millénials, je crois, hein. Moi, j'entends partout dire que les millénials, on n'est pas prêt pour leur degré de radicalité, à savoir, Alors, voilà. les millennials, c'est la génération avant moi. Moi, je suis au tout début de la génération Z, et ceux qui arrivent après, c'est la génération alpha. Donc, en gros, là, la génération alpha, c'est ceux qui sont nés à partir de 2012. Donc, moi, je les vois en tant qu'élève de collège et primaire.
Alors c'est très polarisé. Moi, si tu veux, j'ai eu des gamins de sixième qui, après des cours d'histoire, sont venus pour rigoler, faire la moustache, la moustache et le salut romain dans mon bureau, juste parce que ça les faisait rire, tu vois. Alors après, est-ce que c'est une radicalité ou est-ce que c'est juste que par subversion, ils ont compris que c'était pas bien et que du coup ça les fait rire. Après, dans ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, mais qui sont quand même plus âgés que des collégiens, c'est très polarisé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins d'apolitique, mais que c'est vraiment, c'est un bon tiers extrême gauche, un bon tiers extrême droite, et quand même moins d'apolitique qu'avant. C'est l'impression que j'ai. Après, ça, c'est aussi parce qu'ils sont hyper connectés et que l'algorithme fait que maintenant, ils ont plein de contenus politiques, y compris, enfin, pas de contenu politique, mais contenu politisé, y compris sur TikTok. Vous allez sur TikTok un petit peu voir quel est le. Toi, tu vas sur TikTok prendre un petit peu la température et. Moi, du tout, non. Bah, je sais que je devrais le faire pour voir ce qui est consommé, mais franchement, ça me gonfle, alors je le fais pas. Je sais que c'est pas bien. Faire une veille gauchiste, c'est très dur pour le moral. Oui, Chloé. Ouais, c'est ça. Oh, je disais juste que je n'avais pas TikTok. Tu y vas, toi, Tim? Alors non, je suis censé y aller parce que j'ai préparé une émission qui est Sapellerio chez The Haute, mais qui n'est pas prévue pour TikTok. Mais par contre, il faudra que j'en fasse des shorts pour aller sur TikTok. Et l'idée, c'est aussi d'aller chercher des gens, les prendre par l'angle de la curiosité intellectuelle sur tout un tas de sujets, pour en fait tirer vers la droite et dire voilà, il est possible de faire ce que font pas mal de YouTubeurs qui parlent de sujets de façon brillante, éloquente, et qui ensuite font des petits clins d'œil de gauche. Alors ça, c'est pas du tout stalinien, c'est une autre façon de faire, et que je trouve redoutable, qui est de parler de sujets, d'arriver à captiver un public, voilà, en étant éloquent, intéressant, voilà, en disant des choses qui peuvent être même utiles pour la pensée, pour la réflexion, et ensuite de faire un petit clin d'œil en disant Trump est un con, hein, voilà, ou en disant bref, en faisant comprendre à son public qu'on est évidemment de gauche. Et je trouve ça extrêmement puissant et dangereux pour confirmer le biais de gauche des gens, comme s'il allait de soi que l'intelligence penchait à gauche, ou que la culture amène forcément à la sensibilité de gauche, alors que globalement, j'ai l'impression quand même que c'est une adolescence qui s'attarde. Pour reprendre le propos que tu tenais tout à l'heure, Chloé, ce sont des gens qui sont en état de dette envers la société, et quand on est en état de dette, normalement, bah, effectivement, on est beaucoup plus sensible au discours de gauche et c'est censé évoluer avec l'entrée dans la vie active. Mais le problème, c'est que je crois que c'est conjuré par le statut de fonctionnaire. Et je pense qu'il faut vraiment entrer dans la vie productive pour commencer à sortir de cette mentalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois qu'on s'approche donc de l'heure. On a avancé dans l'émission. J'ai pas vu le temps. J'ai pas vu le temps passer. Ça va être compliqué de sortir du fonctionnariat parce que ça ne cesse d'augmenter, entre autres pour répondre justement au manque de travail. J'ai lu il y a quelques jours que depuis 94 ou 95 à peu près, le nombre de fonctionnaires avait augmenté de 25% alors que la population avait augmenté de 15%. Donc il y avait une surinflation et que l'État français était suradministré. Le fonctionnariat devient de plus en plus une voie nécessaire pour avoir un emploi. Donc à ce sujet-là, je crains qu'on ne soit pas sorti des ronces, malheureusement. Ouais, en fait, une des grandes voies, je vais m'avancer vers une conclusion, une des grandes voies de sortie du communisme mental, c'est non pas seulement d'être actif, mais d'être productif et d'avoir conscience de la valeur de ce que l'on produit. Si je devais conclure, en gros, en donnant un mot pour soi-même sortir de cette pente communiste, c'est de s'assurer que ce que l'on fait est à la fois utile, d'essayer de jauger en fait le degré d'utilité qu'on a dans la société. C'est d'ailleurs souvent ce qui permet de s'expatrier d'ailleurs, parce que quand on est simplement actif, mais qu'on n'est pas ni productif ni nécessaire, effectivement, on est cloué là où on est. On ne peut pas s'expatrier, ou en tout cas très difficilement. Alors que quand ce qu'on produit est nécessaire et qu'on est productif, et pas seulement rémunéré, pas seulement salarié, là, effectivement, des portes s'ouvrent et d'autres se referment, et notamment la grande porte du communisme, avec laquelle, bizarrement, on ne devient plus compatible. Je lis un commentaire. Après, si vous voulez bien proposer une petite conclusion sur
sur cette émission qui s'approche de la fin, là. Je lis le commentaire de TNRX, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui apprécie la pensée post-démocratique. Leur principe de révolution permanente demande une mise à jour constante du logiciel gauchiste. Oui, c'est la grande marche en avant. Oui. Ceux qui refusent le patch finissent dans la corbeille. La révolution permanente est le véhicule de la fenêtre d'Overton vers la gauche. Une gauche qui ne sera jamais assez pure. Très bon commentaire. Est-ce qu'on peut s'avancer vers une conclusion? Est-ce que vous auriez, je ne sais pas, si vous aviez un jeune en face de vous à qui vous auriez à donner un conseil pour soit se départir de la pente communiste ou pour au contraire s'orienter vers quelque chose de plus lumineux, de plus productif, de plus vital. Est-ce que vous sauriez formuler un conseil efficace? Quel Moi, serait-il? je conseillerais quelqu'un de jeune. Si on part sur quelqu'un qui est au lycée ou dans les études supérieures, ne pas faire ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais confrontée à des camarades de classe qui se revendiquaient communistes, j'avais tendance à aller au débat, à leur rentrer dans l'art. Ça ne marchait pas. Enfin, je veux dire, après, ça c'est normal. Ça c'est quand on est jeune, on veut y aller. Mais moi, ce que j'ai fait il y a 10 ans, je conseille pas de le faire aujourd'hui parce que vu que le niveau de violence a augmenté, ça peut être dangereux. Donc si vous êtes dans les études, que vous êtes dans un marasme de gauche rempli de crypto-communistes, si possible, concentrez-vous sur vous-même et ignorez-les parce que franchement, ça, interagir avec eux en fait ne sert à rien. On est face à des gens qui sont trop endoctrinés ou qui ont trop à gagner pour essayer de les convaincre que ça serve à quelque chose. Donc ne vous attirez pas leur foudre pour rien. Concentrez-vous sur vous, sur vos études, sur votre réussite et sur vos proches. Oui, oui, c'est vrai. Je confirme que plus on est dépendant du système, plus on estime que seul l'État va pouvoir nous octroyer une place, ou seul l'État de gauche, plus on est tenté de devenir soumis à cette logique de mort. Chloé. Je pense qu'un bon conseil à donner, ou en tout cas une bonne chose à dire, est que ce que l'État nous a donné, il peut nous le reprendre, et à tout moment. L'État vous a donné un logement social, il peut vous le reprendre, il peut vous en expulser. L'État vous a donné un emploi, il peut détruire cet emploi. Donc, il ne vaut mieux pas s'y fier. Ensuite, on peut débattre et on peut énoncer toutes les erreurs de l'État, tous les mensonges et les fausses promesses pour expliquer qu'il n'est pas infaillible. Je rappelle pour la bonne blague que l'impôt sur le revenu a été instauré au début de la Première Guerre mondiale et était censé être temporaire pour financer l'effort de guerre. 2026, on a vu à quel point c'était temporaire. Donc, ce que l'État, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, ça c'était Chirac, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas sûre de moi. Mais bref, ce que l'État nous a donné, il peut nous le reprendre, donc il ne vaut mieux ne compter que sur soi-même. Et dès lors, comme tu le disais toi-même, Tim, que l'on produit soi-même, que l'on construit soi-même, que l'on possède, on est beaucoup plus libre d'avoir une opinion politique, quelle qu'elle soit. C'est un peu café du commerce, mais c'est du bon sens paysan, j'estime. Bon sens qui nous sort souvent de l'ornière, et je trouve ton propos tout à fait pertinent. Je lis un dernier commentaire de John Libard, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui dit: un seul conseil, tirez-vous de France et une fois à l'étranger, évitez les Français, entre guillemets, parce qu'ils se disent de gauche seulement quand ça les arrange. Je sais ce que je compte faire d'ailleurs, John. Écoutez, oui, je souscris à vos paroles. Donc c'est évidemment facile quand on est entre gens convaincus et libérés, délivrés de la pensée communiste, mais j'espère que nous inspirerons, non pas les gens qui sont de la rive opposée, mais on inspirera ceux qui nous écoutent et qui partagent nos idées de donner un modèle à ceux qui sont tentés par la pente communiste, leur donner un modèle plus brillant, beaucoup plus scintillant que le communisme donne à voir, et les attirera par une force magnétique, par la force de l'enthousiasme, de la productivité, de la foi en soi-même, le fait de croire en son propre génie, afin de se donner une verticalité, parce que dans le communisme, tout n'est qu'horizontalité. Évidemment, le communisme, et plus encore le stalinisme, veut déifier l'État, puisque en fait,
à la fin, l'État, lui, n'a pas de victime, il n'a que des coupables. Mais je vous souhaite en tout cas, et ce sera mon mot de la fin, de devenir une inspiration pour des gens autour de vous qui, sans même que vous le sachiez, pourraient tomber. Je considère que c'est vraiment une chute grave, une chute de la pensée qui mène vers le pire, parce qu'on ne la suspecte pas. Nous n'avons pas été éduqués pour avoir l'horreur du communisme, vu qu'on ne l'a pas vécu. Bon, moi, il se trouve qu'en regardant et en discutant avec des gens qui l'avaient vécu, et même à travers Solzhenitsyn et puis toute une littérature qui montre ce que c'est, le communisme ouvre en grand les portes de l'enfer. Et puisque nous ne sommes que peu nombreux à être éduqués à ça, eh bien, euh, je souhaite que vous tous, chers auditeurs, soyez une inspiration pour votre entourage et que vous les protégiez autant que vous le pouvez de cette attraction maléfique que ce système politique exerce depuis maintenant si longtemps, plus d'un siècle. Et voilà, j'espère que vous serez le plus efficace possible dans cette mission. Et T. Enerix nous dit, si j'avais un conseil, ne laissez pas la loi mettre en danger votre existence. Eh bien, chers amis, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je remercie évidemment Chloé et Marquise pour vos excellentes interventions. Mesdames, je vous remercie beaucoup d'avoir été à mes côtés. Vous allez pouvoir retrouver l'émission dans la partie, dans la rediffusion de cette émission pour les abonnés sur le canal Tim Borgens, sur Telegram. Je vous invite d'ailleurs à m'aider, à nous aider à continuer, en allant mettre des likes, des petits pouces et à vous abonner à la chaîne. Vous verrez qu'il y a des émissions du Grand Requin Blanc qui sont désormais en public, très régulièrement. Je les mets en public, mais pour l'instant, les rediffusions des épisodes les plus récents sont pour les abonnés, que je remercie du fond du cœur parce qu'ils m'aident beaucoup à continuer et puis à faire advenir les nouveaux programmes. Voilà, j'étais très heureux de passer ce moment en votre compagnie, mesdames, et je vous souhaite une excellente semaine à tous et à toutes. Merci à tous, bonne fin de week-end et bonne semaine à tous. Merci pour ton invitation, Tim, et je souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs. Salut tout le monde, portez-vous bien. Bye bye.